amis téléspectateurs de TV Liberté, de l'émission Synthèse, bonjour. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission préenregistrée, je dois préciser, en raison des contraintes actuelles. Mais j'espère que très bientôt, on pourra se retrouver dans un cadre un petit peu plus normal. Voilà. Mais en attendant, bonjour Philippe, évidemment. Bonjour Philippe Roland. est là. Le professeur, nous le regrettons, n'est pas là aujourd'hui, mais il sera là la prochaine fois. Voilà. Donc, on salue le professeur au passage. Bonjour monsieur le professeur. Il nous manque Pierre déjà. Pierre Delaubier, il est loin, il nous manque. Et donc, et notre invité du jour. Alors, notre invité du jour, c'est un habitué de cette émission, parce que c'est la troisième fois qu'on reçoit Philippe. Peut-être même la quatrième. La quatrième fois. Ben, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, voilà. Et on reçoit Philippe de Parseval. Et Philippe de Parseval, c'est quelqu'un qui a écrit déjà plusieurs ouvrages consacrés à l'armée, à des faits... À l'Afrique, d'abord le premier. L'Afrique, à l'armée. La dérive du continent africain. Et vous venez de sortir aux éditions du Alpha un livre consacré à nos frères d'armes, les harkis. Alors, c'est un livre, c'est intéressant parce que les harkis, on en parle souvent, mais personne ne sait vraiment ce que c'est que ce phénomène, enfin cette histoire des harkis, cette histoire c'est très mal terminé. Et vous avez dans ce livre l'intelligence de nous faire connaître un petit peu, mieux connaître cette histoire, et je pense qu'on va en parler au cours de cette émission. Philippe Randa étant votre auditeur aussi, et votre éditeur, a certainement beaucoup de questions à vous poser sur ce sujet, parce que ça intéressera, je pense, nos téléspectateurs. Voilà. Alors Philippe... Alors moi, je voulais dire que lorsque j'avais rencontré pour la première fois Philippe de Parseval, j'avais proposé son livre sur la dérive du continent africain, et donc je pensais que c'était l'homme d'un livre sur l'Afrique, très bien, et il m'en a proposé plusieurs autres ensuite, très régulièrement, qui avaient plus des rapports avec l'armée, que ce soit l'armée et surtout les militaires, les figures, mais pas les grandes figures, des figures que vous avez connues personnellement, et vous avez pu ensuite les mettre en valeur, parce qu'il y a les grands noms qu'on connaît et il y a les noms moins connus, bien évidemment. Pourquoi cet intérêt uniquement? Parce que vous-même, vous êtes Saint-Cyrien, c'est pour ça? Vous vous intéressez autant aux militaires? J'ai deux honneurs dans ma carrière. Le premier, c'est d'avoir fait Saint-Cyr. Et le deuxième, c'est d'avoir eu l'honneur de servir à la Légion étrangère. Donc, le fait d'avoir servi à la Légion étrangère m'a permis de rencontrer des êtres exceptionnels. La Légion est très connue. Est très connue. Ah ben, très connue aussi des téléspectateurs de TV Liberté, parce qu'il y a quelques semaines, nous recevions le major Houssin, qui a écrit un livre remarquable sur la Légion étrangère. Le recrutement dans la Légion étrangère aux éditions d'un autre ailleurs. On a fait une ailleurs. émission il y a 3 semaines avec le major Houssin. Vous pouvez regarder sur le site très de la important, TV Liberté. effectivement, parce que c'était un recrutement très spécial. Mais enfin, je n'en parlerai pas puisqu'il en a parlé. Voilà. Pourquoi ce choix général? En ce qui concernait l'Afrique, si vous vous en souvenez bien, j'ai pris cette décision parce que j'entendais parler trop souvent à droite à gauche, et c'est l'argument que je vous avais exposé quand nous avons fait connaissance, que la colonisation a été une chose effroyable. C'est ce que dit le président de la République. Lui-même l'a bien précisé en Algérie. Je vous coupe. Là, on vient d'apprendre une chose formidable, quand même, terrible, abominable. C'est un officiel de l'Algérie qui a dit que la France avait contribué à l'analphabétisme en Algérie. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'Algériens alphabétisés avant, sachant lire et écrire avant l'arrivée de la France qu'après. Oui. C'est étonnant, non? C'est la première fois que j'entends ça. On en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours, et non seulement on n'a rien fait, mais on a détruit ce qui existait préalablement. Quand on prend l'histoire de l'Algérie, que j'évoque toujours un petit peu dans chacun de mes bouquins, parce que la Légion, ça a été toutes les guerres, mais ça a été l'Indochine, et ça a été, en dernier lieu pour nous, bien sûr, ça a été l'Algérie. Je ne parlerai pas des OPEX, opérations un peu particulières, mais j'évoque toujours dans chacun de mes bouquins un rappel historique de l'Algérie. Il faut se souvenir, contrairement à ce que prétend notre valeureux président, c'est que l'Algérie n'existait que parce que nous l'avons créée. Elle n'existait pas avant.
En 1830, c'était des... Mais il y avait des écoles, donc, où tous les Algériens... Oui, à les entendre, il y avait même des universités, etc. Enfin, c'était extraordinaire. En fait, il n'y avait rien du tout. Il y avait des troupeaux nomades qui passaient de la frontière tunisienne à la frontière marocaine. Et puis, il y avait les Turcs qui les mettaient sous... En esclavage, peut-être. En esclavage, pratiquement en esclavage. Donc, quand j'entends ces propos du président qui demande une repentance pour tout ce qu'on a fait de mauvais, de massacre, de génocide, c'est scandaleux. Il faut simplement savoir que c'était un petit peu avant les élections et qu'il y avait quand même quelques millions de voix à récupérer du côté des Français de souche nord-africaine. Le bordel que ceci explique cela. Et son dernier coup, parce que les prochaines élections sont dans 1 an, mais ça va très vite, son dernier coup, c'est évidemment de confier à M. Benjamin Stora, trotskiste, pro-FLN notoire, le rapport d'une commission qui va étudier le rapprochement franco-algérien. Ça y est, il a donné ses conclusions. Il a donné sa conclusion. Ça fera l'objet... J'ai pris quelques notes et ça fera peut-être l'objet... J'ai un projet, mais enfin, quand un bouquin n'est pas sorti, on n'en parle pas. Voilà. Donc, on parle que quand il est envoyé chez l'imprimeur. Ouais, voilà. C'est à ce moment-là qu'il faut en parler. Revenons donc à l'Afrique et aux guerres, ce qu'on peut appeler quand même les guerres de la période coloniale, quoi. Vous vous êtes beaucoup intéressé. Vous avez parlé de Laszlo Zvalor. J'ai toujours du mal à prononcer son nom, mais vous avez Laszlo Szabo. Voilà, entre autres, qui était ce que vous considérez comme un maréchal entre guillemets de la Légion. Et là, vous vous intéressez au harki. Au harki, il y a quand même eu beaucoup de livres déjà pour les traiter, pour traiter leur sort qui a été assez dramatique. Pourquoi est-ce que vous avez trouvé déjà vous allez me répondre oui, bien sûr, mais des choses nouvelles, des témoignages nouveaux et de nouveaux documents? J'avouerai que je n'ai rien d'inventé, parce que l'histoire des harkis... J'ai trouvé, pas inventé. Je dirais même inventé, parce que j'ai trouvé beaucoup de choses. J'ai eu l'idée simplement de creuser un petit peu le problème des harkis, parce qu'on a effectivement publié beaucoup de livres sur les harkis dans les années 60, 70 et 80. Et j'ai l'impression que depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, ça se calmait un petit peu. Et j'ai été invité par les harkis de Mouansartou, qui est un petit village, une petite ville au nord de Cannes, dont l'adjoint au maire est président des associations harkis de la région PACA. J'ai été invité le 25 septembre 2019 à la cérémonie habituelle qui a été maintenant instaurée le 25 septembre de chaque année en hommage aux harkis. Et j'ai été très content de voir beaucoup d'anciens de nos camarades algériens. Ils un peu âgés, évidemment. Un peu vieillis, oui, forcément. Beaucoup de familles aussi de leur descendance, familles, petits-enfants, etc. Des bérets rouges et des bérets verts d'anciens combattants parce que ils les avaient connus sur le terrain. Et ce qu'on appelait les patos à l'époque. Le bon français, le français de souche européenne, comme on les appelait, eh bien, pratiquement, il n'y en avait pas. Il n'y avait pratiquement aucun Français de France origine. Et comment vous l'expliquez? Je l'explique parce que des intérêts pour les harkis ou pour les cérémonies? Ignorance complète. Non, ignorance complète. Les harkis, on ne sait pas ce que c'est. Demandez maintenant à un jeune on dirait un jeune de 50 ou 60 ans, ce qu'il pense des harkis, qu'est-ce qu'il pense des harkis? Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas. Et j'ai posé la question à des beaucoup plus jeunes, de 25-30 ans, ils m'ont demandé ce que ça signifiait. Ils ne savent pas ce que veut dire le mot harki. Alors, pour ceux qui l'ignoraient, que sont les harkis? Très exactement. Et qui en est, qui en est pas? Alors, le terme harki vient d'un mot arabe, harki, c'est faire partie d'eux. Voilà. Alors, les troupes de harkis s'appelaient les harkas. Une compagnie de harkis s'appelle une harka. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, les harkis, pour résumer, les harkis sont les descendants de tous les Nord-Africains que nous avons recrutés dès 1830. Il faut se souvenir que dès 1830, dès le débarquement,
pour des questions financières, pour la gamelle peut-être, parce que on aime bien aussi avoir un fusil. Hein, on est un homme avec un fusil. On a recruté dès le début, dès 1830, on a recruté des troupes nord-africaines qui s'appelaient les Spahis, qui s'appelaient les troupes indigènes, et qui ont participé à toutes nos campagnes, particulièrement la guerre de 70, la guerre de 39-40, la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45. C'est déjà une forme d'intégration à défaut d'assimilation. C'était une intégration absolue. C'est une façon... alors, peu importe les motifs, je vous disais tout à l'heure, ça peut être alimentaire, ça peut être le fait de posséder effectivement un fusil, c'est une fierté. On devient un soldat, on n'est plus un paysan, on n'est plus l'esclave des Turcs, etc., etc. Voilà donc, en gros, si vous voulez, l'historique... Tous ces engagés volontaires s'appellent harkis au moment de l'époque de la guerre d'Algérie et ont été rassemblés dans des harkas, c'est-à-dire des compagnies d'une centaine, 120 hommes environ, dont les cadres étaient initialement tous européens, et petit à petit, des jeunes sont sortis de la troupe pour être sous-officier, et on a même des officiers. J'ai eu l'occasion de rencontrer des capitaines qui avaient été issus. Donc il y avait une promotion qui était tout à fait possible, même née en tant qu'Algérien. Il y avait une promotion, c'était pas de la chair à canon, comme on l'a dit. Il y avait une promotion, et il y avait beaucoup de sous-officiers, puis d'officiers qui étaient d'origine nord-africaine. Vous avez une idée à peu près du nombre de harkis qu'il a pu y avoir depuis, grosso modo ça se compte quoi? Par dizaines de milliers, centaines de milliers, millions? Je vais parler des harkis de l'époque de l'Algérie. Les harkis d'Algérie, les harkis qui nous intéressent maintenant, ce sont ceux qui existent encore et qui ont des problèmes, qui ont eu des problèmes d'intégration et qui ont des problèmes d'intégration. Il y avait environ 120 à 150 000 harkis. Les chiffres sont très différents selon les sources. Le harki, on n'en parle tellement plus qu'on ne sait plus. Les archives ont été impossibles à décortiquer. Donc, il y aurait entre 120 000 et 150 000 harkis. Auxquels il faut rajouter les Nord-Africains, les Algériens qui étaient au service de la France, c'est-à-dire des fonctionnaires des mairies, les fonctionnaires dans les SAS, etc. Et on peut dire que globalement, il y avait environ 250 000 Français d'origine algérienne. Il faut se rappeler qu'ils étaient français, d'origine algérienne. Sur une population d'Algérie de combien à l'époque, il y avait 9 millions d'habitants à peu près, algériens, plus 1 million de pieds noirs. En gros, c'était une dizaine de millions de Français. Il y avait donc 250 000 employés, soit dans l'armée comme harkis, soit dans les administrations. Sur ces 250 000, on en a récupéré 42 000. Le chiffre est à peu près officiel parce que... les autres ont été massacrés. Donc les 160 000 qui sont restés en Algérie ou qui n'ont pas pu venir... On peut dire qu'en gros, il y a eu 200 000 personnes qui sont restées en Algérie, dont entre 100... Là aussi, les chiffres sont bien sûr très dissimulés. Il est impossible à estimer avec précision. Mais l'estimation tourne entre 120 et 150 000 harkis ou employés de l'État français assassinés avec leur famille. Parce que abandonné, abandonné par la France. Parce qu'abandonné par la France, après les promesses qui avaient été faites, bien sûr, on va les rapatrier, etc. Pour ça, M. Messmer a été extraordinaire. Mais il y a vraiment eu l'ordre donné, à défaut d'être appliqué, par le gouvernement gaulliste à l'époque, où De Gaulle avait dit non, ils vont rester en Algérie, on n'en veut pas en France. Ça, c'est dans un deuxième temps. Mesmer, qui était à l'époque le représentant donc, du général de Gaulle pour toutes les questions militaires, a dit vous pouvez vous engager, ceux qui seront volontaires pour rentrer en France. Pour venir en France, pas pour rentrer. Pour venir en France, exact. En métropole, puisqu'ils étaient déjà en France. En métropole, ils étaient déjà en France, effectivement. Pour venir en métropole, seront accueillis, il n'y a aucun problème. La promesse a tenu 3 semaines. Parce qu'au bout de 3 semaines, Mesmer a donné l'ordre contraire, il a donné interdiction. Et pourquoi faire une tâche comme ça pour... Je ne sais pas. Pourquoi tant de haine pour des gens qui ont versé leur sang, qui ont servi la France. Pourquoi tant de haine De Gaulle lui-même a dit débarrassez-nous rapidement de ces gens-là qui n'ont jamais servi à rien. Il l'a dit, c'est une de ses déclarations. Alors... il fallait faire passer l'affaire du 19 mars,
Les accords d'Évian, il fallait les faire passer. Donc de dire ceux qui veulent rentrer, ceux qui veulent venir en France, en métropole, pas de problème, ils seront accueillis, on s'occupera d'eux, etc. Il fallait faire digérer, le 19 mars, il fallait faire digérer les accords d'Évian qui ont été complètement au désavantage absolu de la France. Et puis quand l'affaire était à peu près admise, eh bien, on n'en voulait plus. Bienvenue sur la parole. On n'en voulait plus. C'est le drame. Je l'explique un petit peu dans ce bouquin parce que je cite Mesmer en particulier. Je pense que Mesmer, pour lequel j'avais une admiration énorme, Mesmer est un ancien capitaine de la Légion étrangère qui était à Bir Hakeim, c'était un grand soldat, malheureusement inféodé à De Gaulle, et donc aux ordres. Voilà. Et ça, je pense que tout le drame vient de là. Actuellement, nous avons peut-être 5 millions d'Algériens en France. Si nous avions seulement laissé rentrer les 120 000 ou 150 000 ou 200 000 Algériens en France, compte tenu de la prolifération, si j'ose dire, compte tenu des familles nombreuses, il serait peut-être 1,5 million, 2 millions. Voilà. Et en plus, bon, pour le peu que je sache, mais quelques harkis que j'ai eu l'occasion de rencontrer sont des gens qui avaient une volonté d'intégration et d'assimilation, à l'époque, évidemment. Et leurs enfants seraient rentrés avec le temps, certainement, dans un cadre beaucoup plus. D'ailleurs, les harkis eux-mêmes n'ont pas posé de problème. Les 40 000 harkis qui sont arrivés en France n'ont jamais posé spécialement de problème à la société française. Ils n'ont jamais posé de problème. Le seul problème qu'ils ont posé, c'est de pouvoir s'exprimer et de pouvoir contester la façon dont ils ont été accueillis. Ils ont été parqués dans des cas. Ils ont été stockés, ils ont été parqués, comme vous dites, dans des conditions effroyables. Ça a été le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, oui. Ça a été le camp de Rivesaltes, les deux principaux. Oui. Ça a été une catastrophe, des enfants morts en bas âge, à la naissance, etc. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de soins, pas de nourriture. Pas de soins, nourriture déplorable, pas de chauffage en hiver. Pas de chauffage en hiver. Si vous connaissez Rivesaltes, en hiver, ça descend du Canigou. Il ne fait pas bien chaud. C'était quelque chose d'effroyable. J'ai eu la chance de m'en entretenir avec des camarades qui étaient à Rivesaltes. Jean-Pierre Béard, il m'a tout à fait autorisé à citer son nom. Jean-Pierre Béard est un fils de harki qui avait 10 ans quand ils sont entrés d'Algérie. Ils sont installés donc à Rivesaltes. Il peut donc raconter avec une mémoire fidèle, non pas celle d'un gamin de 3 ans, etc., ou de quelqu'un auquel les parents auraient raconté que, etc. Il a été témoin direct des conditions d'existence dans le camp de Rivesaltes. Ça a été une catastrophe, c'était quelque chose d'effroyable. Je suis certain que les Félouzes qui étaient enfermés à Rivesaltes avant eux, et les gens de l'OS qui étaient enfermés aussi à Saint-Maurice-l'Ardoise, étaient moins maltraités. Et pourquoi cette volonté, que De Gaulle n'en veuille pas, les considère comme quantité négligeable, n'a aucun respect pour ce qu'ils ont fait, ok. Mais pourquoi ensuite ceux qui sont arrivés il fallait bien en faire quelque chose, pourquoi les traiter aussi durement ? Ils voulaient quand même pas les exterminer dans ce camp, en espérant qu'ils mourraient tous de froid. C'est quoi ? C'est le mépris et l'indifférence ? Je pense que c'est plutôt l'indifférence. Et puis aussi le poil à gratter. Le poil à gratter d'une période que... on ne voulait pas entendre parler, on les a mis là en attendant. C'était des camps de transit, théoriquement. C'était des camps de transit. À partir de là... Mais ils n'avaient pas le droit d'en sortir, je présume. Ils avaient le droit ou pas ? Alors, certains avaient le droit, quand ils avaient trouvé un boulot dans le quartier, ils pouvaient très bien sortir sur Perpignan. Et vivre ailleurs. Et ils pouvaient s'installer après ailleurs. Et certaines communes ont mis à leur disposition des emplois et des logements. Mais très peu. Je pense qu'il y a eu en gros peut-être une quinzaine ou une vingtaine de mairies qui Ils avaient une pièce d'identité française. À l'époque, on leur en a donné une ou pas ? Ils étaient tout à fait français. Ils étaient français. Ils avaient une pièce d'identité française. Ils étaient français. Le seul problème, c'est qu'ils étaient persona non grata. Et les Pieds Noirs ont eu de toute façon eux aussi cet accueil en métropole. Moi, j'en ai rencontré beaucoup qui m'ont dit qu'ils ont été vraiment méprisés. D'abord, on considérait, peut-être pas les harkis, on considérait pas qu'ils étaient riches, mais que les Pieds Noirs étaient tous des gens riches, des colons qui en avaient bien profité et qui revenaient avec des valises pleines de lingots. Alors, généralement, c'était tout le contraire. Ils avaient tout perdu.
Et ils ont été mal accueillis par la population française. Ils ont été très mal accueillis. Et à titre d'exemple, il faut se souvenir que M. Gaston Defferre, qui était le maire de Marseille à l'époque, a bien écrit, et c'est marqué dans toutes lettres dans les journaux de l'époque, qu'ils aillent se faire réintégrer ailleurs. Voilà. Ils ont été méprisés, que ce soit les Français de souche, les pieds noirs ou les Algériens, enfin les Français de souche nord-africaine, ils ont été méprisés dans tous les cas. Le seul avantage des pieds noirs, et là j'en ai vu dans la région de Montpellier où j'ai habité pendant de nombreuses années, j'en ai rencontré beaucoup, j'ai beaucoup d'amis pieds noirs, ils avaient l'avantage de parler français et d'avoir un niveau professionnel quand même un peu plus élevé que le harki moyen qui descendait du Djebel, qui descendait des hauts plateaux, qui savait à peine lire le français, qui avait un niveau professionnel extrêmement bas. Donc, trouver du boulot, c'était pas évident. Il faut reconnaître que c'était pas une chose très facile. L'agriculture, oui, ils ont travaillé beaucoup dans les eaux et forêts. Ils ont été recrutés beaucoup par le service des eaux et forêts pour déboiser, pour entretenir. Ça, effectivement, ça ne nécessitait pas un niveau culturel très élevé. Mais grosso modo, ils avaient quand même le problème de la langue et le problème du niveau. C'est certain. Il faut dire qu'il y avait ça. Et puis ensuite, quand l'immigration a commencé à se développer, les harkis, ceux qui étaient en France, ne voyaient pas d'un très bon œil l'arrivée des travailleurs algériens sur le sol français. Parce que c'était... Ils le voyaient d'un très mauvais œil et ils ont été les premières victimes parce qu'après on assimilait. Pour parler vulgairement, c'est pas du racisme primaire. Non, mais pour les gens, tout ça, c'est pareil. Mais pour le français lambda, l'arabe, l'immigrant, l'arabe, c'était l'arabe. Et puis, qu'il soit fils ou petit-fils de harki, ou harki même au début, les harkis avaient 20 ans quand ils sont entrés, 20-25 ans. Ils ont été assimilés aux immigrants, à l'invasion des immigrants. Et ils ont été les premières victimes. Ils ont été les premières victimes de cette immigration. Je me souviens d'une anecdote, très personnelle, si je puis dire, qu'une entreprise, j'ai bien connue, on va dire, avait un harki qui travaillait dans cette entreprise. Bon. Et je passais bien, tout le monde l'aimait bien, tout se passait bien. Et dans les années 60, peut-être 70, je ne sais plus, à un moment donné, cette entreprise avait besoin de personnel et avait fait appel à une boîte d'intérim. Et la boîte d'intérim envoie des ouvriers. Et parmi ces ouvriers, il y avait un Algérien. Et le harki est venu voir le soir même le directeur de l'entreprise et lui a dit, écoutez, c'est très simple, soit demain matin l'Algérien est dégagé, soit je le dégage, soit vous me virez ce soir, quoi, voilà, en termes clairs. Mais on ne restera pas tous les deux dans l'entreprise. Bon, évidemment, le directeur de l'entreprise a appelé l'agence d'intérim pour qu'on lui envoie un Portugais ou la place. Et l'affaire a été réglée comme ça. Mais pour dire à tel point où 10 ans après, il y avait quand même un clivage. Mais le problème a été permanent et intense pendant de nombreuses années. Dans les premières années après la guerre d'Algérie, les Algériens crevaient de faim en Algérie, puisqu'on sait comment l'économie a tourné, puisque nous étions, peut-être des génocidaires, mais... là, c'était la catastrophe. Tout le monde bouffait. Les Algériens eux-mêmes, le gouvernement algérien n'a pas fait grand-chose pour essayer d'entretenir ce qu'on avait construit, ce qu'on avait installé. Il y a de nombreux Algériens qui ont commencé à venir, dont beaucoup étaient des anciens Fellaga. Ouais. Anciens Fellaga. Fellaga de la dernière minute. Oui, c'est ça. Beaucoup, quand ils étaient certains. Après le 19 mars, c'est curieux, il y a beaucoup de Fellaga. Ça, c'était pour se faire bien voir. Ça rappelle en France. Oui, j'ai pas osé dire. Les résistants de la 25e heure. Voilà, j'ai pas osé parler du 6 juin. Non, ils ont attendu quand même 2-3 jours pour être sûrs. Mais, et quand il y a eu la contre-offensive. Disons qu'après, dès le 6 juin, ils ont commencé à penser à résister. Mais beaucoup d'Arabes qui sont entrés en France, d'Algériens qui sont entrés en France à partir des années 66, 67, 70, étaient des anciens Fellaga. Et effectivement, le harki, qui a toujours été considéré comme un traître par les Algériens, était en danger. Il y avait des représailles qui étaient encore formulées, le drame exécutées en France. De cette population qui a choisi la France, c'est qu'en Algérie, ils étaient considérés comme des traîtres
et ceux qui étaient restés, qui n'étaient pas partis, qui n'avaient pas pu partir, ont été exterminés avec leurs familles, dans des conditions probablement de violence extrême. Et en France, ils étaient méprisés comme considérés comme des étrangers qui n'avaient rien à faire ici, voilà. alors qu'ils avaient versé leur sang, en tout cas versé leur vie dedans, quoi. Moi, j'ai souvent parlé, depuis quand le bouquin est sorti, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des amis qui étaient très heureux de le lire et d'apprendre honnêtement beaucoup de choses qu'ils ignoraient dans les années 60. Le français moyen de notre âge, enfin du mien plutôt, donc il y avait à l'époque 25-30 ans, qui travaillaient, qui étaient dans la vie courante, dans la vie normale de l'existence en France, ignoraient l'existence des harkis. Ignorait l'existence des harkis. La France ne s'en vantait pas. Et la façon dont les accords d'Évian étaient bâclés, les Français n'étaient pas au courant. Alors, on reviendra peut-être après sur la situation et comment ils ont fini quand même par s'assimiler, à s'intégrer en tout cas, et de s'assimiler pour eux, pour la plupart, à la société française. Ça, vous nous en parlerez après. Mais leur action pendant la guerre d'Algérie, la phrase du général de Gaulle, c'est quantité négligeable, ils n'ont servi à rien, ils n'ont rien fait. C'est vrai ? C'est évidemment intégralement faux. Les harkis ont commencé à faire un travail sur le terrain extrêmement fabuleux quand il y a eu, dès le début, bien sûr, mais à partir du moment où le plan Chal a été appliqué par le général Chal, il a demandé une recrudescence d'engagement des harkis qui sont passés de 10-20 000 à 120 000. C'était énorme. Et toutes les opérations qui nous ont fait gagner la guerre d'Algérie, parce qu'il faut se rappeler quand même que la guerre d'Algérie a été gagnée sur le terrain, elle a été faite par l'armée française qui comprenait dans ses rangs des dizaines de milliers de harkis. Et toutes les grandes opérations Chal, dans les opérations jumelles en particulier, ont été gagnées, pas exclusivement, il ne faut pas exagérer non plus, mais ont été gagnés en partie. Ils ont fait un très bon travail sur le terrain. Pourtant, ils n'avaient pas été longuement formés pour ça. Non, mais ils étaient du terrain. Ils étaient du terrain, ils parlaient l'arabe, ils connaissaient le patelin, ils avaient leurs relations, ils avaient un service de renseignement, le fameux téléphone arabe dont on parle, mais ils savaient exactement ce qui se passait dans les villages, ils savaient quand tel collecteur d'impôts allait passer, etc. Ils savaient tout. Ils avaient un service de renseignement à la limite beaucoup plus peaufiné que le nôtre. Donc la France avait gagné militairement en Algérie. Ça, c'est incontestable. C'est incontestable. Ça, c'est incontestable. Est-ce que sans les harkis, est-ce qu'on peut pousser le bouchon aussi loin, sans les harkis, elles auraient pu gagner? Oui. En tout cas, pas aussi vite, peut-être. C'est très difficile de faire des... On ne va pas dire facilement, parce que ça n'a pas été facile non plus. Non, ça n'a pas été facile de toute façon. Dire que la guerre se serait terminée... La guerre a été interrompue par les accords d'Évian, unilatéralement, bien évidemment, parce que après les accords d'Évian, les Félagas ont continué leurs méfaits. L'armée française a arrêté la guerre en Algérie le 19 mars. Mais pas les Félagas ont continué. Bon, de toute façon, on avait gagné la guerre sur le terrain, et ça, c'est une chose qui est incontestable. On avait gagné au résultat final. Et quand il y a eu le putsch, il faut se souvenir aussi, et ça, on n'en parle jamais, la semaine du putsch, il n'y a pas eu un attentat. Avril 1961. Du 22 au 26 avril, je crois, il n'y a pas eu un attentat. Les Félagas étaient dans l'attente, dans la peur, dans la terreur, parce qu'on ne faisait pas de cadeaux pendant ce moment-là. Et malheureusement, le putsch a échoué. Je dis malheureusement. Malheureusement, parce que la guerre aurait été écourtée d'1 an. On aurait perdu quand même l'Algérie. Ça, c'est un autre sujet dont on parlerait éventuellement à un autre moment. On aurait de toute façon perdu l'Algérie, elle serait devenue indépendante, ça c'était inéluctable. C'est ce que j'explique à mes camarades pieds noirs. Je fais partie du cercle algérianiste, alors j'ai beaucoup de mal à leur faire comprendre et à leur faire admettre que de toute façon l'Algérie, elle allait être indépendante. Elle allait être indépendante parce que c'était la mouvance générale, mondiale. Il n'y avait plus de colonies, c'était terminé. Bon. Mais on aurait pu
donner l'indépendance à l'Algérie dans des conditions plus favorables, aussi bien pour les pieds noirs, une partie des pieds noirs qui aurait pu rester. On aurait très bien pu faire un pays où les Français de souche européenne et les Français de souche nord-africaine auraient été algériens pour ceux qui voulaient la nationalité algérienne, ou sinon ils pouvaient rester français sur place, etc. Mais l'Algérie pouvait être conservée dans des conditions normales d'existence et on ne serait pas arrivé au résultat 30 ans, 40 ans, 50 ans après, d'un pays qui est un des plus pauvres d'Afrique. C'est-à-dire qu'on a remis l'Algérie à une oligarchie de faiseurs qui ont transformé ce pays qui avait quand même été, comme vous le disiez tout à l'heure, totalement construit grâce à la France et qui en quelques années en ont fait une poubelle du tiers-monde. Voilà, alors il y a une anecdote, je ne sais pas si c'est absolument vrai, mais enfin j'ai entendu dire, ou j'ai lu dans tout ce qui passe sur Internet, que quelqu'un de notre gouvernement aurait dit aux Algériens, au niveau du gouvernement algérien, vous allez avoir des problèmes parce que quand il n'y aura plus de pétrole, vous allez vraiment avoir des problèmes. Ouais. Et ça commence effectivement maintenant. Alors la réflexion aurait été, de toute façon, nous ne serons plus chez nous, nous serons chez vous. Bon, c'est peut-être un gag. C'est peut-être un gag, mais malheureusement, on en a quand même 5 millions à peu près en ce moment. Ça commence. Je voudrais revenir au harkis. Donc, la plupart qui n'ont pas pu venir en métropole se sont fait massacrer avec leur famille. Est-ce qu'il y en a qui ont quand même réussi à survivre et ensuite en Algérie? Et est-ce que pour eux, ça s'est arrangé en Algérie ou pas? Ou jamais? Ça ne s'est jamais arrangé en ce sens que très dernièrement encore, le gouvernement algérien a demandé à préciser aux enfants de harkis français qu'ils pouvaient aller en Algérie s'ils reconnaissaient que leurs parents, que les harkis, leurs pères, étaient des traîtres pour la nation algérienne. Donc on est toujours actuellement... Donc on veut faire payer aux enfants l'engagement de leurs parents. On veut faire payer aux enfants. Et je pense que ceux qui sont restés en Algérie, qui n'ont pas été exterminés, il y en a peut-être, je pense, autour de 40 ou 50 000 à l'origine, initialement. Je pense qu'ils ont eu des représailles. Sur le plan, je ne pense pas. J'ai même lu qu'ils ont eu des représailles sur le plan des attributions de logement qui leur ont été retirées, sur le plan des postes de fonctionnaires qui leur ont été retirés, etc. Il y a eu des représailles systématiques sur ceux qui n'ont pas été... Mais ils ont pu survivre, continuer de vivre en Algérie quand même. Ils ont continué, on pourra dire de survivre, parce que les Algériens survivent maintenant. Globalement, ils survivent. Oui, mais enfin, donc, ils survivaient un peu comme les autres, encore moins bien que les autres par leur engagement, mais... Moins bien que les autres. Moins bien que les autres, mais dans un contexte qui a été catastrophique pour tout le monde. Voilà. Rappelons que dans un premier temps, ils ont été employés pour aller déminer les frontières tunisiennes et marocaines. Oui, la ligne, les barrages. Les barrages, il y avait champs de mines tout le long. La ligne tunisienne, comment s'appelait-elle? La ligne qui avait été créée entre la Tunisie et l'Algérie. Du nom de la députée de Loire-Atlantique, la ligne... ça me reviendra. Bon, ça reviendra. Ce n'est pas Maginot. Non, c'est pas Maginot. Il y avait la ligne Châle qui a renforcé un petit peu cette fameuse la ligne Maurice, que j'appelle la ligne Maurice, et qui descendait effectivement jusqu'au premier confin saharien, etc. Oui, mais après toutes les guerres, on a utilisé et obligé les prisonniers du camp adverse à aller déminer. Les perdants à aller déminer. Malheur aux vaincus. Et souvenez-vous, mon cher Philippe, que nous avions parlé de Laszlo Szabó tout à l'heure. Et Laszlo Szabó, à l'âge de 12 ans, a été pris par les Allemands. C'est un Hongrois qui a été pris par les Allemands pour aller travailler en Allemagne. Et les Américains, quand il avait 15 ans, donc en 1945, l'ont emmené déminer les plages de Normandie. Donc c'est monnaie courante, c'est l'usage. Malheureusement, il y a eu beaucoup de morts ou d'estropiés dans ces affaires algériennes, du déminage des barrages. D'accord. Et donc les harkis qui sont restés et qui n'ont pas été tués au moment de l'indépendance ont quand même survécu. Voilà, ils ont survécu. Mais aujourd'hui, voilà, il reste quand même des... Il reste un peu des parias. Mais est-ce qu'aujourd'hui en Algérie, ils sont... officiellement, oui, il y a les discours. Est-ce que dans la réalité, dans le peuple algérien, on se préoccupe encore beaucoup de ça aujourd'hui? Je pense que maintenant, ça commence à être un petit peu oublié.
Ça commence un peu... voilà. Alors, on revient maintenant aux harkis en France. Donc, ils finissent quand même par être employés selon leurs possibilités dans l'agriculture. Ils vont quand même le quitter, ce camp, notamment de Rivesaltes et ailleurs. Là, il faut tirer... il faut rendre hommage à un certain nombre de maires de villes de France qui ont, dès le mois de septembre et octobre de 62, c'est-à-dire quelques semaines après les arrivées des premiers harkis, se sont mis en relation avec les services des camps pour récupérer des harkis. Quelques maires, peu malheureusement, mais il faut rendre hommage à ces maires qui les ont récupérés pour ceux qui avaient un certain niveau, pour les employés comme employés de mairie. Bien sûr, c'était peut-être au nettoyage, c'était peut-être comme petit employé de mairie, mais au moins ils les ont sortis, ils ont donné des logements. Ils leur donner une dignité. Ils ont donné des logements, ils ont donné une activité, un salaire, et leur famille a pu être hébergée dans des locaux. Je citerai bien sûr Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly, qui a succédé au maire précédent, qui est aussi Sarkozy et Achille Peretti. Achille Peretti, merci. Qui donc se sont occupés dès le début de récupérer des harkis. Nous trouvons quelques maires. Même aujourd'hui, vous parlez de Jean-Christophe Fromentin. Maintenant, non, le problème ne se pose plus. Lui était enfant à l'époque. Le problème s'est posé pendant les 2 premières années. Oui. Après, les camps ont été fermés, sauf celui de Rivesaltes, qui en ont conservé quelques-uns. Des gens qui étaient irrécupérables. Oui. Mais grosso modo, au bout de 2 ans à peu près, les camps étaient pratiquement vides. Hein. Oui. Et là, il faut rendre hommage à ces gens qui ont effectivement mis leurs moyens municipaux. Oui, ça a été le cas d'Achille Peretti. Je citais tout à l'heure l'Office des forêts. Il y a beaucoup de harkis ont été également employés par l'Office des forêts dans le Roussillon et du côté de la Durance, sur les bords de la Durance. Aujourd'hui, y a-t-il encore une cohésion des anciens harkis ou des familles de harkis entre eux, surtout par rapport à l'immigration algérienne nouvelle? Donc, visiblement, ils n'ont pas tellement d'atomes crochus les unes entre les autres. Non seulement il n'y a pas d'atomes crochus, mais effectivement, comme vous le dites, il se resserre. Les liens des harkis en ce moment se resserrent depuis quelques années, beaucoup plus que peut-être dans les débuts. Ah oui ? Dans les débuts, vous aviez des affaires de jalousie, etc. Et actuellement, compte tenu justement de cette concurrence... De cette assimilation dont ils ne voudraient pas. Eux veulent avoir une identité par rapport aux autres. Quoi. Oui. J'ai cité tout à l'heure Jean-Pierre Béard. J'ai eu la chance, donc, grâce à cette impression que j'ai eue du 25 septembre de 2019, j'ai pris contact après avec des harkis locaux. Ils ont des associations de harkis. Il y a un collectif des harkis pour... PACA, ils sont plus, d'une façon globale, j'ai fait une carte dans le livre qui reprend les implantations des harkis. Ils sont surtout installés bien sûr dans le Midi. Il fait chaud, c'est le soleil. Si on regarde leur pays, répartition des pieds noirs, c'est pareil. Ils sont pas loin de la Méditerranée. Ils se sentent presque un petit peu comme chez eux. Il y a des associations de harkis qui sont extrêmement efficaces et solidaires. Je profite de ça pour faire une parenthèse, pour souligner le travail... je pense qu'on en conviendra tous ici, remarquable, qui a été fait par l'association Jeunes Pieds Noirs par rapport à la connaissance des harkis, qui a continué depuis des années. Bernard Coll et son épouse ont fait énormément de travail pour faire connaître un peu aux Français ce qu'était la cause des harkis. Absolument, mais ça reste quand même un peu en vase clos. Bien sûr, au moins c'est fait, au moins ça le mérite d'être fait. Je continue à Cannes à rencontrer des jeunes de 25-30 ans qui ne savent pas ce que c'est qu'un harki. Ah oui, c'est ça. Et à Cannes, il y a beaucoup d'enfants de harkis qui travaillent à la municipalité de Cannes, qui travaillent à la municipalité de Moinsartou, qui travaillent sur Nice, etc. Il y en a quand même beaucoup. Maintenant, ils ne disent pas non plus « je suis fils de harki ». Ils ne l'exposent pas trop parce que ça, il y a toujours une petite... Est-ce qu'il y a eu à un moment une volonté de la part de certains de ces harkis d'influencer la vie politique française? Non. Jamais. Il y a eu des contacts avec des politiques pour essayer d'avoir quelques petites reconnaissances, mais
Il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites, mais non, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup d'influence. Il y a eu la fille d'Harki qui a une carrière, je crois, je me trompe peut-être, mais Jeannette, comment s'appelle-t-elle? Zénitaire. Non, qui a été à un moment, qui s'était occupé à un moment d'ailleurs de l'organisme qui avait été mis en place, je ne sais plus si c'était par Chirac ou par... c'est plutôt par Chirac, parce que Mitterrand et Hollande n'ont pas fait grand-chose dans ce domaine-là. Il n'avait rien à voir avec l'Harki d'ailleurs, mais c'était sur l'intégration, je ne sais quoi, vous avez une espèce de... ou des discriminations, je ne sais plus, un comité Théodule quelconque, mais qui avait été dirigé par une femme assez courageuse qui avait beaucoup fait à l'époque. Les souvenirs sont vagues pour moi. Oui, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Qui était une fille de Harki, je crois, cette dame. Oui, son nom m'échappe maintenant, effectivement. Oui. Mais elle s'est heurtée à l'indifférence de tous les politiques. Il faut se souvenir que les politiques ne s'occupaient des Harkis que pendant les campagnes électorales. Vite oublié, les promesses vite oubliées, on connaît le principe de la promesse électorale. Et on peut déterminer à peu près s'il y a un vote Harki. Ils votent plutôt pour quel parti, quel mouvement? Non, c'est pas... Je ne peux pas répondre à cette question. Non pas que je ne veuille pas, mais je n'en ai pas la réponse. Je dirais que dans le Midi, je les connais un petit peu. Ils votent pas à gauche. Ceux avec lesquels j'ai pu m'entretenir, ils font partie des gens qui sont quand même... ils savent qu'il y avait des gens qui étaient pour l'Algérie française, qui maintenant encore pensent que l'Algérie française pouvait exister, etc. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a une légère tendance à être plutôt à droite qu'à gauche. Mais ce n'est pas... Et la gauche n'a pas cherché. Généralement, ils cherchent toujours à récupérer... tous les politiciens, mais personne n'a cherché à récupérer leur vote. J'ai surtout travaillé dans le Midi, et dans le Midi, non. Non, dans le Midi, j'ai pas eu d'écho sur des tentatives de Donc récupération. Vraiment, ils gênaient tout le monde, tout le temps, qu'on ne veuille même pas récupérer leur voix électorale. Je crois que la grande récupération, je crois que c'est la première grande récupération. Chirac a fait quelque chose. Il faut reconnaître que Chirac a fait quelque chose. Ce qui était un petit peu normal, Chirac était lieutenant de ce pays. Donc, ceci explique cela. Il a fait la guerre d'Algérie. Oui, il a fait quoi, Chirac, pour les Harkis? Pour les Harkis, il a lancé l'idée de la reconnaissance et de la journée nationale des Harkis. Ouais. Et ça, c'est quand même une chose de reconnaissance. Déjà, reconnaître les faits, c'est déjà une ouverture sur des négociations ultérieures. Ensuite, nous pourrons dire que M. Macron a fait du ratissage électoral. Je crois me souvenir aussi que M. Hollande en avait fait autant pendant les périodes électorales. Macron est surtout connu pour sa repentance, la colonisation, toutes les insultes qu'il fait sur cette période. La repentance, on en parle depuis le mois de décembre. On est à 1 an et 3 mois des élections. Vous voyez le rapprochement. Oui, on parlait à l'instant, grâce à la technique moderne, de Jeannette Bougrabe, qui était qui a été présidente de la HALD, l'organisme la haute autorité pour les discriminations, l'égalité des chances et tout ça, et qui était la fille d'un caporal de l'armée française, et ses grands-parents avaient été il y a eu beaucoup de problèmes avec le pouvoir algérien, et elle-même, donc fille de Harki, a souvent intervenu. Bon, aujourd'hui, elle est essayiste, elle a écrit des livres et tout ça, et a souvent intervenu pour défendre la cause des Harkis. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne me souvenais plus de son... Et maintenant, les enfants de ces Harkis, comment ils appréhendent leur passé, leur place en France? Est-ce qu'ils sont vraiment à part de l'immigration comme on l'a subi aujourd'hui? Ils sont assimilés aux immigrés alors qu'ils ne le sont pas. Je ne dirais pas qu'ils soient assimilés aux immigrés tels qu'on le fait maintenant. Mais ils en ont souffert quand même un petit peu, mais ils ont réussi... Est-ce qu'ils en veulent à la France du traitement qu'on a fait à leur Non, parce que la plupart de ceux que j'ai fréquentés, et d'une façon générale, je crois, ils faisaient un petit peu le porte-parole de leurs camarades, ils ont trouvé une place dans la société. Ils ont trouvé un métier, ils ont trouvé une place dans la société.
Je ne pense pas que ce soit ceux qu'on trouve dans les cités. Oui. Je ne pense pas. Ils Ils restent à part. Ils restent à part. Ils sont assimilés. Moi, je pense qu'ils sont assimilés. Ils ont un travail, ils ont une famille qui vit correctement. J'en ai qui sont entrés dans l'armée, des femmes qui sont entrées dans l'armée, puisque maintenant on prend les femmes dans l'armée. Il y a des filles de harkis qui sont entrées dans l'armée, etc. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même une différence entre ces enfants et puis les enfants de la deuxième ou troisième génération des immigrés 70, des années 70. Qui sont restés un petit peu encasernés dans les cités. Je pense qu'il y a une petite différence. Et ils ont perdu toute nostalgie de leur pays d'origine, de leur famille. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, c'est pas leur problème. Ils n'y sont jamais retournés, puisqu'on leur a demandé de parjurer. Oui, vu le sort qui a été réservé à leurs... Non, ça, je pense qu'il y a une grande coupure qui a été faite avec l'Algérie. Il y a une grande coupure envie de retourner voir ces gens-là, quoi. Et la majeure partie des harkis d'Algérie sont venus en France, bien sûr. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont partis dans d'autres pays, ou d'autres pays africains, ou dans le monde? En Espagne. Non. En Espagne, peut-être, non? Non, pratiquement pas. Ceux qui sont partis en Espagne sont ceux qui ont suivi l'OS, mais ça, c'était déjà en 61. Il y a quelques harkis qui sont partis en Espagne, effectivement. Mais globalement, les 40 000 ou 42 000 harkis qui ont été sauvés sont venus en France. Ils ont été rapatriés. On n'a pas parlé aussi comment ils ont été, puisque retournement de veste du gouvernement français, on n'en voulait plus, il fallait les laisser là-bas, où ils allaient mourir, pour la plupart. Comment ceux qui sont, les 40 000, ils sont arrivés comment et grâce à qui? J'aimerais que vous le... Alors ça, c'est une très bonne question, parce que moi, je rends hommage aux quelques lieutenants. J'ai une petite réponse, mais dites-moi. Ils sont rentrés grâce à leur chef de section, qui étaient français et qui ont refusé d'obéir aux ordres. Oui, c'est ça, ils ont désobéi aux ordres. Ils ont désobéi aux ordres reçus. Il y avait un message qui avait été envoyé par Mesmer au commandement de l'Algérie en interdisant l'aide au rapatriement, ils appelaient ça rapatriement, des Algériens, des harkis, des Algériens au service de la France, qu'ils ont eu ordre de désarmer et de laisser où et d'abandonner. Il y a quelques officiers, j'en cite. Je pense au lieutenant Meyer, par exemple, qui est maintenant c'est un vieux général qui a 90 ans. Mais quand il était jeune lieutenant, il a rapatrié sa section de harkis. Il s'est engagé. Avec leur famille. Avec leur famille. De même, les fusiliers marins de Nemours. Alors, il s'est passé quoi? Donc, les 40 000 sont presque tous arrivés grâce à la désobéissance de soldats français. À la désobéissance de quelques officiers qui se sont débrouillés avec des camions, etc., des acheminés. La marine française a été extraordinaire parce qu'ils ont été acheminés sur une grande partie a été acheminée sur Mers-el-Kébir. Personne n'a osé quand même leur tirer dedans ou les empêcher de... Il y avait sur le port, il y avait la gendarmerie française qui empêchait les embarquements. Non, c'était incroyable. Et grâce à la marine française, on a pu rapatrier une partie des harkis. Un officier a démissionné de l'armée, un colonel a démissionné de l'armée, et sur ses deniers a affrété un chalutier pour ramener une section de harkis en France. Il y a des types extraordinaires. Les anciens d'Algérie, pieds noirs ou autres, n'ont pas une grande opinion, une belle opinion de la gendarmerie française. Les gendarmes diront, ils obéissaient aux ordres, ils sont faits pour ça. Mais enfin, généralement, ils n'étaient pas très... Ils n'en regardent pas un bon souvenir, quoi. C'est consécutif à l'attitude, ils ont obéi aux ordres reçus. Quand il y a eu les premiers événements d'Algérie, pro-Algérie française, ont été étouffés, réduits par les gardes mobiles, qu'ils appelaient les gardes rouges. C'était des gendarmes qui, eux, obéissaient aux ordres qu'ils avaient reçus, c'est-à-dire que sur le plateau des Glières, il y a une manifestation, et ben, il n'y a plus de manifestation, faites le nécessaire pour qu'il n'y ait plus de manifestation. Et ils faisaient le nécessaire, il y avait des morts, il y a eu la rue d'Isly, il y a eu il faut se souvenir qu'il y a eu la faculté d'Alger avec la Gaillarde. Avec la Gaillarde.
les gendarmes ont commencé par essayer, les gendarmes et certaines unités de la régulière, comme on disait à la Légion, certaines unités du contingent, ont essayé de prendre le réduit de l'université défendu par la Gaillarde, et ils n'ont pas réussi. Ils ont été obligés d'envoyer la Légion, qui a pactisé et qui a rendu hommage au camp retranché quand la Gaillarde, finalement, s'est rendue... voilà. Donc les gendarmes mobiles, les gardes mobiles, effectivement, ne sont pas très estimés par les pieds noirs. Maintenant, bon, c'est de la vieille histoire, on n'en parle plus, bien sûr. Oui, mais... Et alors, du coup, quelles conséquences? Donc, en fait, les 40 000, c'est quand même du... 42 000. C'est important, 2 000, ça fait 5%. Ça fait 5%. 42 000 harkis, femmes, enfants sont sur le sol français. Bon, le gouvernement français est bien obligé de faire avec les parcs dans des camps de transit. Et les militaires qui ont désobéi aux ordres, est-ce qu'ils ont été sanctionnés ou pas? Est-ce que tout le monde a fermé les yeux? Certains ont démissionné, mais la plupart n'ont pas eu de soucis. La plupart ont été... peut-être pendant quelque temps, ceux qui n'avaient pas démissionné, la plupart n'ont pas démissionné d'ailleurs, et c'est assez rare, n'ont pas eu de soucis particuliers, ils ont continué leur carrière. Mais tout le monde savait qu'ils avaient désobéi aux ordres. Ils avaient désobéi aux ordres, oui, effectivement, ils avaient désobéi aux ordres, mais rappelons-nous quand même que... Le gouvernement gaulliste n'a pas fait de représailles sur eux. Il n'y a pas eu de représailles sur eux. Souvenons-nous même que Élie de Noix de Saint-Marc, lui était un gros révolutionnaire, un gros révolté contre le gouvernement. Élie de Saint-Marc, quand il est sorti de prison, il a récupéré, en 68, il y a eu l'amnistie, et il a récupéré son grade et ses décorations, son droit au port, etc., son droit à la retraite, etc. Donc, je pense qu'avec 68, ils ont voulu passer un petit peu l'éponge sur tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, tout le monde connaît l'histoire de l'entrevue entre Massu et De Gaulle en 68, mai 68, fin mai 68, où De Gaulle fuit Paris, rejoint Massu en Allemagne. Oui. Et ben, bon, en fait, pour négocier l'arrivée éventuelle des régiments sur Paris pour remettre un peu d'ordre, les blindés sur Paris. Et Massu dit, avant de discuter de quoi que ce soit, on commence par libérer tout le monde. Et voilà, ce que De Gaulle a fait, il est bien obligé de faire d'ailleurs, parce que dans les jours qui viennent, tout le monde a été libéré et ça s'est arrêté à ce moment-là. Contredisez si je me trompe, mais c'est un peu comme ça que l'histoire a été perçue, en tout cas. Oui, ça n'a pas ressuscité Bastien Thierry. Non, mais voilà. Je dis pas ça pour défendre De Gaulle. Je crois, mon cher Roland, que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quand on reçoit notre ami Philippe de Parseval, on fait des émissions de 2 heures. Ça continue. On avait encore plein de questions à vous poser. Notamment, je vois que vous avez mis en couverture du livre. Enfin, je vois vous, c'est moi, mais nous avons mis ensemble le Bachagas Boualem en couverture. En tout cas, merci à nos auditeurs. Merci Philippe de Parseval d'être venu nous présenter ce livre. Je rappelle Nos frères d'armes, les harkis, édition du Alpha pour 27 € et qu'on trouve sur le site francefilles.com. Merci Philippe et à très bientôt. À bientôt.